Et le sujet qu'on va aborder à présent, il concerne de potentiels candidats à l'élection présidentielle. C'est ce que nous disent les journalistes qui ont travaillé dessus, mais aussi peut-être et sûrement vous-même, car des millions de Français sont concernés par des fuites massives de données médicaux, par nature donc hautement confidentielles, des informations désormais accessibles sur le dark web et une fuite d'une ampleur inédite qui a donc été révélée hier soir. Vous l'avez sûrement vu dans le journal de France 2 à 20h. Par ces deux journalistes qui sont présents sur ce plateau ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hugo Pufnet et bonjour à vous Rudy de Gardin. Vous êtes tous les deux membres de cette équipe de l'œil du 20h. Vous allez nous dire d'ailleurs comment vous avez trouvé et appris la connaissance de ces fuites de données. Vous avez parlé aux hackers. Vous allez aussi nous dire quelles sont ces motivations et puis ce qu'on risque, nous Français, dont ces données sont désormais librement accessibles pour ceux qui savent les consulter. On accueille également Ariane Ferrand. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste au Monde, section débat idées, et on est à distance également avec Jérôme Billois. Bonjour à vous. Vous êtes associé au sein du cabinet Wavestone et vous êtes expert en cybersécurité. C'est bien sûr à ce titre qu'on vous reçoit, auteur de Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale aux éditions Hachette. On vient vous voir dans un instant, juste après ce résumé de votre enquête à tous les deux qui est signé Alice Bouton. Des informations désormais accessibles sur le net. Maladies graves, tendances suicidaires, addictions, les dossiers médicaux de 11 à 15 millions de Français exposés aux yeux de tous. Contactés, ces patients confirment ces données intimes. Une exploration thyroïdienne, vous vous souvenez ? Je viens d'en faire une, oui. Je trouve ça bizarre quand même que je suis sur Internet. À l'origine de ce piratage, un hacker qui aurait volé les données de l'entreprise CGDIM. Le logiciel médical équipe 25 000 cabinets dans toute la France. Des données sensibles qui pourraient, selon certains experts, être utilisées dans un processus de recrutement ou la délivrance d'une assurance. Parmi les patients concernés, des personnalités politiques de premier plan, des potentiels candidats à la présidentielle ou aux fonctionnaires, comme cette députée par exemple. Ça semble fiable, oui. La question se pose de savoir si nos données personnelles aujourd'hui sont réellement protégées. Je pense que non. Et si elles peuvent l'être demain, je l'espère, parce que c'est un enjeu aussi de sécurité nationale. Un piratage massif, le gendarme des données personnelles dit ne pas être en mesure de nous répondre. C'est vertigineux, on parle déjà de fuite sans précédent. Un Français sur 5, si on prend l'hypothèse la plus pessimiste, est concerné. Et pourtant, on a l'impression jusqu'ici, et ce sera ma première question, d'une impuissance totale des autorités qui semblerait presque désemparées par ce que vous venez de révéler. Bah oui, on les a contactés d'ailleurs, les autorités, notamment le gendarme des données personnelles qu'on appelle la CNIL, qui dit ne pas nous répondre. Mais c'est vrai que quand on voit la base de données, on a le sentiment qu'on n'a pas grand-chose à faire. C'est désormais dans la nature, cette base de données. Elle était difficile à trouver, cette base de données. Justement, c'est vous qui l'avez détecté. Rudy de Gardin, vous êtes le spécialiste de la rédaction d'ailleurs de France 2 en ce qui concerne justement la recherche dans les bas-fonds du Darknet. Comment vous êtes tombé dessus ? Alors, c'était une annonce tout simplement sur un forum. Le hacker l'a proposé à la vente. Il proposait une grande quantité de données, il affirme avoir 73 millions de données sur des Français, mais il en donnait gratuitement un tiers. Et donc, ces données sont diffusées actuellement, de nombreuses personnes peuvent les avoir. Et il affirme aussi en avoir déjà vendu à 7 personnes, dont des entreprises. Est-ce qu'il vous a dit quelles entreprises ont acheté ces informations-là ? Alors, ça va être difficile de recouper les informations, on n'a pas encore vérifié, mais il y a notamment Incogni, c'est une entreprise qui permet de justement travailler sur les données personnelles. Ce sont des entreprises qui sont intéressées pour savoir si vos données ont fuité ou pas. Donc ils vont acheter ces bases de données en fait, pour savoir qui est concerné par la fuite de données, entre guillemets, avoir des informations comme nous on a pu les consulter hier et savoir quelle est l'ampleur des dégâts aussi. C'est ça qui est important. Donc pas forcément un achat avec des intentions malveillantes. On essaie de vérifier en ce moment. Ça sera difficile de le vérifier. Il dit aussi que d'autres pays ont acheté, d'autres personnes de pays étrangers ont pu acheter ces données. Donc on ne sait pas les interventions de ces entreprises. Oui. Il s'agit donc de données médicales, de dossiers médicaux. Il y a une entreprise qui est à l'origine de cette faille, de cette faiblesse qui fait que ces données se retrouvent dans la nature. De quoi on parle précisément ? Alors vous avez vu l'entreprise CGDIM, qui n'est pas très connue du grand public. En fait, c'est une entreprise qui fournit des logiciels au système médical français, notamment, par exemple, à votre médecin dans votre cabinet. Quand il renseigne des informations sur vous, il tape sur son ordinateur. Et c'est là que ces données sont
rentrée. Alors CGDIM nous a répondu après ce reportage, autour de minuit, on a reçu un communiqué de presse. CGDIM affirme aujourd'hui qu'il s'agit uniquement du dossier administratif des patients et pas du dossier médical. Simplement, en remplissant le dossier administratif, des médecins donnent des commentaires très médicaux, et c'est ce qu'on révèle dans le reportage. Oui, on les a vus. Et oui. donc, effectivement, pour des patients, ces commentaires sont en fait, de fait, le dossier médical quasiment intégral. Est-ce que ça signifie qu'il y avait une protection moindre, peut-être, sur cette partie du dossier, justement, du patient ? Le hacker affirme avoir pu facilement récupérer une grande quantité de données. Il explique y avoir été 2 fois et même il dit que la fuite ne serait pas totalement réglée, mais c'est difficile pourtant de... C'est difficile à vérifier, mais en tout cas, il affirme que la vulnérabilité sera encore là. Oui, vous avez révélé de très nombreuses informations, pour le coup vraiment très sensibles, très personnelles, qui ont tout de même vu le jour et été révélées grâce à ces fuites. Le hacker, il dit quoi, en fait, pour expliquer cette démarche qui est la sienne ? Alors, il a des enjeux financiers aussi, dans le sens où il dit vendre ses données pour 7 millions d'euros. Donc, il y a un impératif financier dedans, mais il assure ne pas vouloir les vendre, par exemple, à la Russie ou à des pays de l'OTAN. Mais encore une fois, ce sera peut-être compliqué de pouvoir le savoir, parce qu'une fois que des personnes achètent cette base, ils peuvent la diffuser à d'autres personnes. Oui, alors la première question peut-être que vont se poser les téléspectateurs en entendant ça, c'est de se dire qu'est-ce que l'intervention sur la thyroïde de cette dame peut intéresser la Russie. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des personnalités aussi dans ces fichiers. Il y a des révélations, notamment sur des données confidentielles qui visent des hommes et des femmes politiques. C'est ça que vous avez découvert ? Effectivement, dans le reportage. Alors vous avez remarqué qu'on n'en fait pas mention parce qu'à la fois on protège ces personnalités, il y a aussi des enjeux de sécurité, c'est-à-dire qu'on parle évidemment du dossier médical. Sur ces personnalités, on est plus sur des données personnelles, adresse, numéro de téléphone. On a fait des vérifications. Il s'agit pour la plupart de vraies adresses, de numéros de téléphone personnels, donc on a fait le choix de ne pas en parler publiquement. C'est pour ça que dans ce reportage, c'est un petit peu masqué. Mais c'est vrai qu'on a pu trouver des dizaines de députés, des sénateurs, et d'ailleurs cette députée que vous voyez dans le reportage, qui est une députée du Maine-et-Loire, il y a des détails un petit peu médicaux. Oui. Est-ce que, soyons directs, est-ce que vous avez trouvé des données confidentielles potentiellement intéressantes pour un opposant politique, par exemple, à une figure, une personnalité ? Vous parlez de potentiel candidat. Oui, et quand on a son adresse personnelle, quand on sait les menaces qui peuvent peser aujourd'hui sur le personnel politique, une adresse personnelle, ça peut servir à faire des choses peu recommandables, on va dire ça comme ça. Donc oui, effectivement, il y a quand même un risque en termes de sécurité. D'ailleurs, quand on en a parlé à ces candidats en off, comme on dit, les réactions ont été tout de suite ça serait bien que vous n'en parliez pas ce soir parce que ça nous pose problème quand même en termes de sécurité. Il y a eu une inquiétude qui est remontée assez vite. Oui. C'est essentiellement la menace que vous repérez. C'est une menace sécuritaire plus qu'une menace d'informations personnelles qui pourraient être utilisées. Il peut y avoir quand même un véritable fichage de la population. On peut savoir l'orientation sexuelle d'une personne, on peut savoir la religion de la personne, son histoire familiale. On a pu voir que certaines personnes avaient des frères en prison, il y a des histoires aussi d'agression sexuelle. Donc on accède à l'intimité de certaines personnes, ce qui peut être dévastateur. Ouais. Ariane Duchemin, c'est forcément une affaire qui aujourd'hui fait trembler peut-être une partie de la classe politique, de se dire déjà il y a peut-être une menace, Ariane Ferrand, une menace sécuritaire sur mon domicile, potentiellement des informations que je veux garder privées, parce que c'est le droit de chacun de garder une partie de son histoire personnelle et familiale privée et de l'avoir révélée par des personnes mal intentionnées. Oui, alors moi, je n'ai pas, contrairement à vous, le contenu des données au sujet des politiques que vous avez identifiées. Mais il y a deux problèmes. Il y a le premier problème que vous avez mentionné, à savoir les adresses personnelles, des éléments qui permettent d'entrer dans la vie privée des gens, voire de menacer physiquement des gens. Et on connaît le contexte politique actuel, qui est quand même un contexte de brutalisation de la vie politique, où la violence verbale, mais aussi la violence physique augmente, où les violences contre les élus sont aussi en augmentation. Donc forcément, dans un contexte politique tendu, ce type d'informations sont à haut risque. Et alors, sur la partie médicale, encore une fois, moi, je ne sais pas, mais sur la partie médicale, c'est vrai que les données de santé, ce sont des données qui peuvent tout à fait être instrumentalisées politiquement. Sur certaines données un peu sensibles, on peut nuire à l'image. Je ne sais pas, je donne des exemples, mais si vous montrez que si tel ou tel élu est en dépression, ou a fait des dépressions, ou même sur un autre registre a des MST, que sais-je, ça peut être réutilisé pour créer un narratif et pour nuire à votre image. Et
pire que ça, surtout sur les présidentielles. Si, par exemple, on avait des maladies graves, par exemple des cancers ou autres, c'est typiquement ce type de maladies graves, des éléments qui peuvent être utilisés pour expliquer que vous ne pouvez pas occuper votre poste, vous ne pouvez pas occuper une fonction, notamment la plus haute fonction, à savoir la fonction présidentielle. Et on voit que les éléments de santé, ils sont très présents, en fait, dans la vie politique. Oui. Si on regarde les États-Unis, par exemple, les États-Unis, dernières élections présidentielles, l'état de santé de Joe Biden a été omniprésent. Donald Trump l'a énormément instrumentalisé. Il a révélé ses propres des informations médicales en disant « Regardez, mon état de santé à moi est excellent ». Il a demandé des tests cognitifs à Joe Biden. Et c'est en partie ça, pas que, mais en partie ça, qui a poussé Joe Biden à ne pas être candidat et à laisser sa place à Kamala Harris. C'est un exemple où on voit que le médical est omniprésent. Oui. Même quand on regarde l'histoire politique française, si on reprend Pompidou, par exemple, qui avait caché sa maladie, si on reprend François Mitterrand Oui. qui avait aussi organisé une sorte de contre-société autour de lui pour cacher sa maladie, avec aussi des faux documents médicaux, etc., on voit que le médical et le secret autour du médical est quand même très présent dans la vie politique française. Ça, c'est pour les personnalités politiques, mais on l'a dit, il y a 11 à 15 millions de Français et potentiellement, vous l'avez dit, beaucoup plus qui sont concernés. Je vais me tourner vers vous, Jérôme Billois. Qu'est-ce que nous, si on est présent sur le dark web, si nos dossiers ont fuité ainsi, qu'est-ce qu'on a à redouter? Qui pourrait utiliser ces informations de façon mal intentionnée? Alors le plus probable, c'est que ces informations, elles soient réutilisées par d'autres criminels pour créer des fraudes, pour envoyer des emails frauduleux, où typiquement, il pourrait être écrit suite à telle opération médicale ou suite à telle échographie que vous avez pu faire, etc. Un paiement n'a pas été réalisé, cliquez ici pour le faire. Ça paraîtrait tellement réaliste que finalement, la proportion de gens qui tomberaient dans le piège serait élevée. On peut aussi envisager un autre scénario qui avait eu lieu en Europe du Nord et qui là est encore plus grave, c'est-à-dire que des pirates s'approprient les données et après vont faire des chantages individuels à chaque personne en envoyant un mail en disant « Je sais que vous avez telle maladie, je sais que vous êtes dans telle situation, payez-moi 500 € pour ne pas révéler ça au grand public, ne pas le mettre sur Internet ». Donc c'est ça les deux risques majeurs. Donc il faut être très précautionneux, très attentif à ce qu'on va pouvoir avoir dans nos boîtes mail ou dans nos canaux numériques et ne pas tomber finalement dans ce piège potentiel du chantage. Et si le deuxième cas se produit, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la réaction que vous conseillez? Alors malheureusement, dans ce deuxième cas de chantage, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est assez triste. Ce que je conseille évidemment, c'est de ne pas payer, parce que même si vous payez, rien n'empêche les données d'être divulguées. Et on le voit, elles l'ont déjà été à plusieurs acteurs. Elles ont été achetées 7 fois, etc. Donc on n'a jamais de certitude, même si on paye, que ces données vont être vraiment supprimées. Donc là, c'est plutôt déjà ne pas tomber dans ce piège, ne pas payer, et puis réfléchir malheureusement à comment gérer cette situation et à se dire qu'à un certain moment, peut-être des informations vont être divulguées et peut-être prendre les devants dans un certain nombre de cas. Mais ça reste des situations qui sont fondamentalement anxiogènes pour les personnes et sur lesquelles je pense qu'il faut effectivement qu'on ait un tour de vis à la fois sur le niveau de sécurité dans le domaine médical au sens large, parce qu'on le voit bien depuis des années entre les hôpitaux, les laboratoires, il y a eu beaucoup de failles et depuis plus de 10 ans, et puis que finalement on investisse dans ce niveau de cybersécurité pour que ça n'arrive pas, tout simplement. Oui, c'est le problème, c'est qu'on nous dit on va informatiser les dossiers médicaux, c'est le progrès, c'est la meilleure façon aussi de faire des économies pour la sécurité sociale. Et en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas sécuriser aujourd'hui l'accès à ces fichiers, ou bien justement il y avait dans ce système-là des failles qui n'existent pas dans d'autres systèmes de partage de dossiers médicaux. Là, il faudra que CGDIM, en tout cas, va devoir s'en expliquer. Alors, CGDIM a porté plainte contre cette intrusion médicale. Il y a eu un signalement à la CNIL. Donc là, il y a toute une procédure qui est en cours. Mais effectivement, la question se pose de savoir si ces données sont bien sécurisées. Savoir aussi si les médecins ont peut-être bien renseigné ou pas dans ce logiciel ces données médicales. Encore une fois, CGDIM affirme que ce ne sont pas les dossiers médicaux en propre qui ont été piratés. Mais bon, de fait, à la fin, ils sont quand même dans la nature et il n'y a pas grand-chose à faire. Ce hacker... Oui, allez-y. Et je réagis quand même effectivement sur les propos de Jérôme Billois. Il a raison. D'autant plus, ça peut aussi servir au-delà des criminels dans la vie de tous les jours. Imaginez un recruteur, imaginez une assurance qui pourrait se procurer cette base de données. Est-ce qu'elle va s'en servir? On n'en sait rien, mais ça peut aussi servir sur des applications concrètes et être un problème. Une assurance qui du coup refuserait de vous assurer, un employeur qui refuserait de vous embaucher, bien évidemment. Est-ce que ce hacker, s'il voulait aller hacker d'autres dossiers médicaux mieux sécurisés, parce qu'on a compris qu'il y avait quand même une forme de faille du côté de ces dossiers médicaux de la CGDIM, est-ce qu'il le pourrait? Il en a les moyens techniques? Aujourd'hui, ceux-là sont protégés? Il explique que avoir trouvé cette faille par hasard, dans le sens où il
attaque de nombreuses institutions et finalement, il est tombé sur ce logiciel de CGDIM Santé. Donc, il ne va pas forcément s'attaquer à toutes les entreprises de santé, mais en tout cas, ça témoigne d'une faille qui n'a jamais été vue jusqu'alors. Oui, donc ils sont à l'affût de ces failles, Jérôme Billois, ces hackers. Est-ce que par exemple le dossier médical partagé dont on parle tant, où pour le coup il y aura l'intégralité de nos données médicales sur toutes les années précédentes, est-ce que celui-là, on sait s'il est correctement sécurisé ? Alors c'est bien la difficulté. Aujourd'hui, les données médicales, elles sont partout. On parle du dossier médical partagé, on parle de toutes les applications des médecins, toutes les applications dans les laboratoires, dans les hôpitaux. Et en fait, ce qu'on sait aussi en France concrètement, c'est qu'on a un déficit budgétaire sur le domaine de la santé. Et on le voit bien sur ces dernières années, il y a eu beaucoup de cyberattaques. Donc d'un côté, on a un secteur qui manipule des données extrêmement sensibles et où finalement une révélation de données est quelque chose d'irrémédiable. On a un secteur qui est aussi très fragile financièrement. Et puis de l'autre, on a des groupes de cybercriminels qui aujourd'hui, c'est des professionnels. Ce sont des gens qui ont parfois même monté des PME de la cyberattaque, qui génèrent du gain, qui passent leur journée à toquer à toutes les portes sur Internet finalement pour voir s'ils trouvent des failles, à extraire les données, à les revendre derrière. Et eux, ils ont tout intérêt à continuer. Donc je pense qu'il faut que ce soit un électrochoc quelque part aussi pour tout le secteur de la santé, parce qu'on n'est pas à l'abri, parce que c'est des données de santé, personne ne va les pirater, c'est des choses personnelles, etc. Non, pas du tout. Aujourd'hui, les cybercriminels, eux, ils n'ont qu'une religion, c'est l'argent. Et donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de maximiser leurs profits. Et donc, ils attaquent tout ce qui bouge toute la journée. Oui, c'est bien entendu très inquiétant. On n'a pas les moyens, nous, de savoir aujourd'hui si on est concerné par ces fuites de données. On n'a pas vos talents, Rudy, pour aller fouiller sur le dark net. En fait, on doit juste attendre de savoir si un jour on est victime d'une tentative d'arnaque. Oui, absolument. Ça sera difficile de le savoir. Le hacker explique que 2 entreprises ont acheté ces données justement pour qu'on puisse vérifier, je le citais tout à l'heure, Incogni et Intelix.io. Donc, peut-être que dans quelques semaines, on va pouvoir vérifier en contactant ces entreprises si on est concerné par ces données. Ouais. Qui, eux, nous vendront l'information ? Alors oui, absolument. Ouais, par contre, ce sont des gens qui font du business à partir de ce type de service, on va dire. Oui, d'accord. Comment on se protège ? En fait, on ne peut rien faire. Non, il faut juste être extrêmement vigilant. On le voit avec les récents piratages. Là, on parle d'un piratage par jour en ce moment. Donc, il faut être extrêmement vigilant dès qu'on reçoit un appel, dès qu'on reçoit un SMS, même s'il a l'air très personnalisé. Il y a une forme de vigilance à avoir. Oui. Mais effectivement, sur ces données, malheureusement, on ne peut pas les effacer du web. Elles sont maintenant, en tout cas, dans la nature, on va le dire comme ça. Ouais. Et il y a une responsabilité aussi des médecins à faire attention à ce qu'ils notent, de ne pas trop en dire si jamais un jour ces données fuiteraient, parce qu'il faut avoir conscience que ça pourrait être un fichage du patient qui consulte. Peut-être retourner pour les données familiales, notamment à la bonne vieille prise de notes sur un dossier, sur papier. Un dernier mot, Jérôme Billois. Oui, je pense que de toute façon, la loi aujourd'hui va imposer à ce que chacune des personnes concernées soit notifiée. Alors notifiée par son médecin, c'est-à-dire que le médecin est responsable des données. Il utilise le logiciel en question, mais c'est quand même lui qui reste responsable des données. Donc voilà, on devrait tout un chacun être contacté pour prévenir de cette fuite de données. Merci beaucoup à tous les trois. Ariane, on vous garde, on vous retrouve dans un instant pour parler de cette nouvelle polémique lancée par Jean-Luc Mélenchon, à nouveau accusé le leader de la France insoumise d'antisémitisme. On vous dit pourquoi dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Kevin Elias.